Bonjour à tous. Et bienvenue dans le podcast Tech Invaders. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Corinna Taban. Qui a travaillé chez Microsoft et chez Meta. Elle est aujourd'hui doctorante en sciences de gestion et s'apprête à faire un nouveau move dans sa carrière. Elle est ici pour vous partager ses conseils carrière, pour vous partager ses métiers, son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à avoir ses positions stratégiques chez ces grands acteurs leaders de la tech. Corinna, bonjour, merci d'être ici, ça me fait très plaisir de te recevoir. Salut Hugo, merci pour l'invitation. Ça te fait quoi concrètement de se dire que le travail que tu fais peut avoir un impact sur des centaines de milliers, voire des millions, voire des milliards d'utilisateurs ? C'est assez exciting, c'est très exaltant de se dire que ce que je fais arrive à être vu, à être utilisé par autant de personnes. Franchement, j'en suis très fière. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, à quoi il correspond concrètement ? Je sais que tu viens tout récemment de partir de chez Meta, mais tu étais senior business developer en négociation de partenariat sur plusieurs millions d'euros de budget. Ça représentait des sujets quand même assez stratégiques pour l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi ça correspondait ton métier ? Oui, alors mon métier, mon équipe a changé pas mal de noms à travers les années. Mais au tout début, on s'appelait très simplement la Deal Team, ce qui sur le marché du travail ne veut absolument rien dire. Mais je trouve que ça décrivait très bien ce qu'on faisait, puisqu'on faisait des deals de contenu. Et donc la version simple de voir ça, c'est de la négociation de licence du copyright et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que on commence de l'identification d'un besoin d'une équipe produit ou une équipe locale. On passe par la planification, par la stratégie, par le go-to-market, par l'alignement avec toutes les fonctions additionnelles, toutes les autres fonctions comme la finance, comme le légal, comme les opérations, comme l'équipe produit, etc., etc. Et après, d'une manière plus opérationnelle, c'est la négociation du contrat avec le futur partenaire. Et mon travail s'arrête quand le contrat est signé. Ce qui n'était pas pareil chez Microsoft, par exemple, où même après la signature du contrat, je restais le point principal de contact de mes partenaires. Pour revenir à Meta, donc, on s'occupait de la négociation du contrat. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, deal du contenu ? C'est de l'acquisition, si tu veux. Je te donne des exemples parce que je pense que ça va être plus facile à comprendre. Quand on a lancé, par exemple, Facebook News dans plusieurs pays, mais prenons la France comme exemple pour que ce soit plus clair. Quand on a lancé Facebook News en France, on avait besoin de l'infrastructure produit d'un côté et de l'autre côté, de contenu d'éditeurs médias comme Le Figaro, Le Monde, etc., pour pouvoir alimenter cette expérience produit. Okay ? De manière très localisée pour la France. Exactement. C'était toujours très localisé. Et donc, moi, j'interviens sur la deuxième partie pour trouver ce contenu, pour négocier avec tous ces éditeurs-là, afin qu'on puisse avoir, au lancement de produits, pour qu'on puisse avoir du contenu pour alimenter cette expérience. Et ça, c'est une gestion du projet complexe, finalement, puisque tu as des centaines d'éditeurs qui vont être signés. Mais tu peux avoir aussi des expériences plus one-shot, comme par exemple, on a eu à un moment donné une tentative d'expérience NFT. Et donc, pour mettre en avant, pour showcase cette expérience NFT, on a décidé de faire des deals, des contrats avec quelques créateurs du contenu NFT pour qu'ils puissent justement mettre en avant leurs œuvres en avant-première, disons. Et là, pour le coup, c'était très one-shot, puisqu'il y avait une quinzaine, peut-être même pas, de créateurs en 2-3 pays différents. Donc, c'était très ponctuel, très rapide. Et donc, ça, c'est différent de type de partenariat que je pouvais faire. Il y avait aussi
des partenariats pour de vidéos, pour les reels. Par exemple, quand l'expérience venait d'arriver, elle n'était pas encore très connue. Donc, on pouvait travailler avec des créateurs ou des médias pour lui donner un coup de pouce sur la production. Après, il voit que ça marche, il commence à produire d'une manière organique. Et puis, d'autres gens découvrent cette expérience et s'y mettent aussi. C'est vrai qu'on peut préciser que pour ceux qui ne savent pas, derrière Meta, il y a quand même Instagram et les Reels dont tu fais mention ici, et Facebook, et WhatsApp, etc. En fait, et sur des produits comme tu le mentionnais ici, Facebook News par exemple, ça représente quelle volumétrie d'utilisateurs en France ou en Europe? Franchement, je ne me rappelle plus et je ne me lancerai pas à te Dans dire une estimation. des bêtises parce que je vais me faire fouetter. Je vais me faire fouetter après. Mais on s'imagine effectivement, bien que voilà, sur des lancements comme ça de produits, vu l'ampleur d'une entreprise comme Meta, ça va très vite atteindre des gros volumes d'utilisateurs. oui, et puis entre-temps, le produit, il n'existe plus, mais pendant qu'il existait, il y avait pas mal de monde. Et tu fais bien de préciser, donc mon scope, il s'attendait à Facebook, Instagram et WhatsApp pour tout ce qui était contenu, sauf musique. Puisque musique, c'était une autre équipe avec qui mon équipe, la Deal Team, avait fusionné. Et l'idée, c'était qu'à terme, on ait de plus en plus de synergie. Tu fais bien de mentionner en fait, l'importance des équipes, hein, parce que chez Meta, tu ne fais pas tout toute seule. Non. Tu travaillais sur plusieurs pays également, si je ne me trompe pas. Et donc, tu interagissais autant avec des décisionnaires en externe pour les fameux deals que tu devais signer avec des éditeurs ou des publishers que des personnes hautement placées chez Meta, à la direction du pays, par exemple pour la France ou d'autres régions. Oui, tout à fait. Alors, pour le coup, mon équipe était très internationale, donc j'étais plus liée aux États-Unis. On avait une équipe, à la base, on avait une équipe qui était extérieure aux États-Unis, mais au fur et à mesure, on était très collés aux États-Unis. Donc, j'interagissais beaucoup avec les décideurs, si tu veux, des États-Unis. Pour la France, je travaillais surtout sur tout ce qui était législation, disons, puisque ce que je t'ai décrit, c'était un premier volet de mon travail. Le deuxième, il était lié justement à cette partie de regulation, on appelait, puisqu'il y a l'Union européenne qui avait donné une directive qui disait que les plateformes devaient négocier avec les détenteurs de droits voisins, donc la presse, et détenteurs de droits copyright, comme les auteurs des œuvres d'art ou des photos, etc. Et donc moi, j'ai fait partie de l'équipe qui avait développé la stratégie pour adresser cette directive-là. Et donc, je travaillais sur la mise en œuvre de la négociation qui a suivi. Comment t'arrives, toi, à gérer des sujets complexes comme de la législation sur la Commission européenne, avec derrière, on imagine bien la pression que ça peut représenter pour une plateforme comme Meta. Comment t'abordes ces sujets-là ? Mais écoute, je ne suis clairement pas seule. On est toute une équipe transverse souvent parce que tu vas avoir aussi, certes, beaucoup de légal qui est impliqué, mais tu as aussi les affaires publiques. Et donc, tu as énormément de monde. Ça reste quand même une équipe relativement petite, mais tu as quand même beaucoup de monde qui travaille sur ces sujets-là. Ça part assez loin dans la stratosphère pour avoir des décisions. C'est pour ça aussi que c'est des sujets qui sont très lents et qui prennent beaucoup de temps pour avoir des décisions, mais il faut que quelqu'un les gère. Donc, quand tu dis que ça va très loin dans la stratosphère, ça va par exemple jusqu'à quel niveau pour qu'on s'imagine jusqu'à... je pense que c'était sûr jusqu'au VP. En tout cas, moi, j'avais des discussions jusqu'au VP. Après, je pense que tout le monde était un peu au courant de ces enjeux-là, puisque Google avait eu des immenses amendes de plusieurs centaines de millions d'euros suite à ces discussions-là. Donc, je pense que tout le monde était un peu au courant de ce qui se passait.
Et donc, toi, tu interagissais régulièrement avec ces VP, ces personnes très haut placées chez Meta. Alors, VP, pour le coup, c'était mon N+2. Voilà. Donc, oui, j'étais pas nécessairement en communication directe permanente, mais Pas au quotidien, j'avais mais accès. régulièrement. Oui. Ouais. Comment tu gères une réunion avec une personne aussi haut placée chez Meta tu m'avais aussi parlé du fait que tu interagissais des fois avec les country managers, quand tu étais même à l'époque chez Microsoft. Comment tu prépares un rendez-vous avec une personne aussi haut placée ? Je trouve que déjà, de base, les gens sont plutôt détendus dans ces boîtes-là. Tout le monde se tutoie et tout le monde collabore. Mais forcément, il y a toujours un peu de stress, forcément, plus on monte en grade. J'ai fait partie des hiérarchies qui sont très courtes sur la partie du business development et chez Microsoft et chez Meta. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, on s'y habitue, mais il faut forcément toujours être très sharp. Il faut toujours se préparer en amont. Mais oui, je trouve que le fait que les gens soient sympas, ça aide. Donc, c'est pas qu'un mythe que les gens de la tech sont sympas, Non, ouverts absolument à l'échange. Absolument pas. Qu'est-ce qui t'a le plus agréablement surpris justement dans cet univers de la tech, que ce soit chez Microsoft ou chez Meta ? Et quelle était même la différence de culture entre les deux entreprises que tu as pu observer ? Qu'est-ce qui m'a surpris ? Je pense que c'est justement cette dimension humaine où les gens, ils sont super sympas. Ils sont très... je vais dire fun, même si c'est pas nécessairement un mot que j'affectionne dans ce contexte-là, mais ils sont très compétents, très sympas, ils collaborent, ils sont très intéressants. Tout le monde fait plein de choses à côté, tout le monde a plein d'anecdotes. Et donc, humainement, j'étais très impressionnée puisque je pense que j'étais très impressionnée en sortant, en faisant autre chose et en faisant d'autres projets, puisque moi, j'avais l'impression que le monde fonctionnait comme ça. Et quand mes amis me racontaient des anecdotes de leur boîte, de leur quotidien, où je me rendais compte qu'en fait, c'était pas vrai. Et puis, j'avais moi aussi des projets, des fois par-ci, par-là, et je me rendais compte que c'était pas vrai. J'étais assez surprise de voir qu'humainement, c'était extrêmement intéressant dans cette boîte-là. Et chez Microsoft et chez Meta. Je pense qu'il y a peut-être la différence entre les deux, c'est plus une question d'âge, mais même pas âge physique. C'est vrai que chez Microsoft, c'est un peu plus sérieux que chez Meta, mais ça n'enlève rien à cette communauté, à cette culture humaine qui est très intéressante. Donc oui, ça m'avait un peu surprise, mais j'espère retrouver ça pour le reste de ma vie un peu partout. Par ailleurs, je pense que j'ai une théorie que les gens ils sont pris en entretien pour être câblés d'une telle façon, parce que déjà quand les gens sont interviewés, tu as la méthode STAR qui revient souvent. Tu veux que j'en parle ou les gens savent ce que Tu peux toujours faire un petit rappel, j'aime bien, mais ils sont censés savoir normalement, ceux qui nous regardent. La méthode STAR, donc c'est, tu me corrigeras, je pense que c'est Situation, Tasks, Actions et Results. Donc, en fait, quelle était la situation après déroulée d'une manière très structurée, ce que tu as mis en place et quel a été l'impact ? Dans le contexte d'une interview, quand tu racontes une expérience ou un projet, voilà, c'est une méthode de réponse. Exactement. Et ce qui fait que tu peux te préparer, certes, on t'encourage même à te préparer, mais pour pouvoir répondre de cette manière-là, surtout dans des conditions de stress,
Je pense qu'il faut que tu sois câblé d'une certaine façon. Donc, il faut que tu sois méthodique, il faut que tu sois structuré. Et je pense que c'est ce qu'on cherche. Et c'est ce que, quelque part, donne cette partie de compétences. Et puis, tu as la partie résultat. Donc, c'est des gens qui sont orientés impact. Exactement. Et donc, je pense que c'est cette partie-là qui compte. Et après, tu as la partie de est-ce que ça a matché en entretien avec les autres gens. Et donc, finalement, oui, tu embauches quelque part des gens qui sont assez similaires dans leur façon de voir les choses. Mais je pense que c'est comme ça que tu arrives à avoir ces clusters des gens qui ont des façons de fonctionner un peu similaires. Je vois bien ce que tu veux dire, et c'est ce qui entretient d'ailleurs une culture à la fois d'efficacité, de performance pour délivrer des résultats dans un environnement ultra dynamique, stressant. Stressant dans le sens où voilà, la tech, ça fuse à tous les niveaux, ça innove très rapidement. Et en même temps, une culture humaine de bienveillance, de partage, de montée en compétences aussi. Donc, tu as bien résumé le sujet. Ça, c'est la raison pour laquelle tu as rejoint la tech. Tu savais, avant d'y aller, que tu allais trouver tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené justement dans ces entreprises-là ? C'était un peu de hasard. Ouais. Quand j'étais embauchée chez Microsoft, c'était une chasseuse de tête qui m'avait appelée et qui m'avait demandé si je voulais aller travailler chez Microsoft. Enfin, en tout cas, d'aller en entretien. T'avais quel niveau Tu peux nous partager un petit peu ton parcours des études ? Elle t'appelle à quel moment là, dans ton parcours ? Je quasi venais de sortir des études. Je venais de sortir d'un Master 2 à Dauphine. J'avais travaillé en apprentissage chez Ubisoft avant, qui était une expérience assez enrichissante. C'est-à-dire que j'ai eu énormément de place pour me développer, pour expérimenter ce que ça voulait dire faire des partenariats. Cependant, ça restait un apprentissage. Et quand je finis, si tu veux, Ubisoft... j'avais des pistes pour rester, mais je me suis dit, je sens que ma place n'est pas là. De toute façon, j'ai un super CV, j'ai plein d'expériences à l'international, j'ai d'autres boîtes intéressantes pour lesquelles j'ai travaillé, je parle plusieurs langues. Donc, tu étais déjà confiante, même dès la sortie d'études ? Oui. Non, mais attends, je me dis, ça va le faire. Je suis confiante de nature. Mais là, désenchantement total, puisque je me retrouve sur le marché français et personne veut de moi. C'est-à-dire qu'il y a personne qui m'appelle et c'est pas faute de faire des candidatures. Oui. J'en avais fait des centaines. Et pareil, je considérais que j'avais un super CV. Et là, tu candidatais dans tous les domaines, toutes les entreprises. Oui, au bout d'un moment, tu as besoin d'un job. Non, mais moi, tu postules. C'est surtout que j'ai besoin d'un job, mais je voulais rester en France. Et je voulais que... Je voyais déjà tous mes anciens collègues qui étaient étrangers, je les voyais finir par partir puisqu'ils n'arrivaient pas à se trouver du travail en France. Et là, à un moment donné, je commence à regarder ailleurs aussi. C'est à ce moment-là que j'avais fait Google à Dublin, des entretiens. J'avais fait des entretiens chez AVS à Madrid, mais je ne trouvais rien en France. Et tout d'un coup, il y a une chasseuse de tête qui m'appelle, qui me dit « Tu veux travailler chez Microsoft ?» Magnifique. Magnifique. Et ce qui est fou, c'est qu'elle t'appelle pour un job assez particulier au final, parce que... Alors, oui, c'était un job assez particulier. Mais c'était un job de vendeur. Donc, moi, je suis rentrée chez Microsoft en tant que vendeur. Par contre, c'est vrai que c'est un job assez particulier. Il n'y en a pas beaucoup, ni dans l'entreprise, mais on pourra en parler après. Donc, il y a cette fille qui m'appelle. Bien sûr, je dis oui clairement. Et là, je vais en entretien. Et ça se passe super bien. C'est des mises en situation, de problem solving, c'est du brainstorming, c'est des choses sur lesquelles, pour le coup, ça me plaît. C'est des choses qui m'énergisent et c'est aussi des épreuves. T'as des petits exemples là qui te passent par la tête Ils me disent, on a envie de mettre en place une stratégie de distribution. Qu'est-ce que tu chercherais comme partenaire ?
Et après, moi, je donne des exemples. Et puis, eux, après, ils rebondissent. Ils me disent, oui, mais est-ce que tu as pensé à ça, ça? On veut mettre ça, ça en place. Donc, c'était ce genre de mise en situation. Sur, d'ailleurs, quelque chose de concret, puisque c'était l'idée de mettre en place une stratégie de distribution. Sur quel produit? Microsoft News. News, toujours, oui. Oui. Et ça se passe bien. Je sors de l'entretien. J'appelle la chasseuse de tête. Je lui dis que ça s'est bien passé. Et là, elle me dit, bon, je t'ai pas dit puisque je voulais pas te démotiver. Mais en fait, vous êtes 2 sur le poste. Tu es contre un type qui a 15 ans d'expérience dans les médias. C'était Microsoft News, en plus, c'était qu'avec des médias. Moi, je débarquais, je connaissais à peine Le Figaro et Le Monde. Et, Est-ce que tu peux nous dire d'où tu venais, justement? Oui, je vais faire une loupe. Oui, c'est ça, une loupe après. Mais du coup, elle me dit, ce mec-là, il a 15 ans d'expérience dans les médias. Le hiring manager, il est super intéressé par son profil. Et en plus, cerise sur le gâteau, il est ami avec la fille qui quitte ce poste. Donc, je me suis dit, elle a bien fait de ne pas me dire. Impossible, oui. Je ne suis pas défaitiste, mais elle a bien fait, je pense, de ne pas me le dire avant. Oui. Et pour je ne sais pas quelle raison, je l'ai décroché. Et donc, pour faire le loop, moi, je suis roumaine, aujourd'hui franco-roumaine, mais j'étais née et j'ai grandi en Roumanie, non française par la naturalisation que ce beau pays m'a octroyée, mais ça fait une dizaine d'années juste que je suis en France. Bon, ça peut paraître une éternité aussi, ça dépend de qui demande. Et quand tu es arrivée pour tes études, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Et donc, ils te font la proposition. Et donc, ils me font la proposition. Ça part assez vite. En plus, moi, je n'avais pas de job en ce moment. Donc, de toute façon, je pense qu'1-2 semaines après, j'étais en poste. Ils t'ont dit ce qui avait fait la différence par rapport à ce profil? 15 années d'expérience, médias Non, je n'ai jamais demandé. Non. T'as le poste, tu signes. Voilà. J'ai le poste, je signe. Et là, je me retrouve à être finalement en charge du business development pour Microsoft News France et de faire des deals avec des médias pour l'équipe produit, avec des médias, c'est-à-dire, comme je disais, Le Figaro, Le Monde, Lagardère, Prisma, Reworld, Énorme. tous ces gens-là. Des gros sujets directement en entrée de carrière. Des gros c'était vraiment un gros tremplin pour ma carrière. Et ce qui était très chouette, donc, mais pour l'ordre d'idée, mes homologues autour du monde, finalement, tout cas en dehors des États-Unis, ils avaient 15-20 ans de plus que moi. C'est fou, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, justement. Ouais. Je trouve ton parcours hyper inspirant parce qu'à l'inverse de l'autoroute standard que la majorité des gens dans la tech prennent, qui est être sales, toi, tu as réussi à décrocher un poste hyper stratégique qui t'a mis sur une rampe dans ta carrière, une rampe de lancement. Ouais. Comment tu t'es senti justement face à ces collègues dans les autres pays qui, eux, avaient ces 15-20 ans d'expérience? Alors, ce qui est cool, c'est qu'ils étaient super sympas. Tu étais la petite jeune de l'équipe, du coup. J'étais la petite jeune de l'équipe et on m'a vraiment donné de l'espace pour grandir, de la liberté pour faire mon travail comme je l'entendais, des projets à visibilité. Donc, c'était vraiment... On m'a poussé, on m'a donné la chance. Donc, on m'a embauché, mais on m'a vraiment donné la chance aussi de pouvoir grandir et faire le job comme je l'entendais. Donc ça, c'était super chouette. Ouais. Et tu as réussi à te démontrer que tu étais capable aussi de... J'ai réussi à démontrer que j'étais capable à délivrer, puisque 1 an et demi plus tard, quand le poste de vendeur finissait, il y avait 2 postes qui ouvraient pour Bing, pour gérer le BizDev de Bing. Un pour la France, un pour l'Allemagne, puisqu'avant, il n'y avait qu'un monsieur qui... Je ne vais pas l'appeler un monsieur parce que ça fait... Mais un collègue qui gérait finalement tout en dehors des États-Unis. Et donc là, on a dit Bing va grandir, on va faire des choses. Et ces 2 postes s'ouvrent à Londres.
Et ils embauchent pour l'Allemagne. Ils me proposent le poste pour Bing France. Ils me proposent aussi de l'amener pour moi à Paris, puisque je ne voulais pas partir à Londres. Magnifique. Ouais. Tu vas pas vers le job, c'est le job qui vient à toi. Oui. Et là, super. En plus, après quelques mois, je récupère de nouveau mes expériences de Microsoft News France et en plus la Belgique, en plus de Bing. Je ne sais même pas si j'avais d'autres collègues à ce moment qui faisaient dans l'organisation, qui faisaient plusieurs produits à la fois. Donc, c'était très chouette. Très Donc, tu as un périmètre international, tu gères des gros partenariats. En termes de rémunération, ça dit quoi ce début de carrière pour toi? Je sais qu'on me demande souvent les salaires. Qu'est-ce que tu peux partager sur ça? Alors, chez Microsoft, déjà, entre vendor et FT. Donc Ah oui, tu peux FT. d'ailleurs préciser un petit peu ce que c'est rapidement. Alors, vendor, c'est des contrats, finalement. C'est des contrats courts. On n'est pas en contrat permanent. C'est comme une espèce de CDI qui est très propre aux boîtes de la tech. Comme des CDD, du coup. CDD, pardon. Oui, des CDD. C'est comme des CDD pour les boîtes de la tech. Et donc, rémunération, ça me fait un énorme gap entre les deux. Je pense que j'ai doublé presque ma paye entre les deux. Oui, parce que quand tu commences en vendor, tu n'es pas assimilé comme un vrai FT. Tu disais Non, un full-time employee qui ça. a tous les droits, tous les accès et tous les bénéfices aussi. Et tous les bénéfices aussi. Et puis finalement, des stocks et toutes ces choses-là qui ne sont pas anodins non plus. Et donc, je vais te donner des ordres d'idées. Chez Microsoft, en FT, j'étais dans la fourchette haute des 5 chiffres. Et il faut diviser par 2 pour les vendors. Et après, quand tu as évolué vers Meta, c'est des évolutions de salaire rapides? Oui, Meta, c'était 6 chiffres. Ouais. Bien 6 chiffres. Merci d'avoir partagé. Je sais qu'on marche un peu sur des œufs parce que c'est des sujets qui ne se partagent pas, encore moins devant, on ne sait pas, peut-être des milliers de personnes qui nous regardent. Donc, mais en tout cas, globalement, c'est des conditions salariales confortables. Très confortables, oui. Oui. Et je pense que tout le monde est d'accord. Et je pense que c'est aussi un piège pour beaucoup de gens qui, même quand ils vont pas plus s'épanouir dans leur travail, ils vont pas quitter ces boîtes-là, ils vont pas quitter leurs fonctions puisque c'est très bien rémunéré. Je pense que tu as beaucoup de cas comme ça aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait que toi, du coup, tu as évolué de Microsoft à Meta? Tu t'es challengé? De Microsoft à Meta. Alors là, c'était de hasard aussi, finalement, puisque je n'avais pas nécessairement postulé. Quand j'étais à peu près 4 ans de Microsoft, j'étais très heureuse là où j'étais. Et il y a un Meta qui toque à ma porte pour me demander si je veux faire des contrats de contenu, des deals de contenu chez eux. Et je me suis dit, je vais faire les entretiens. Puisque je pense que de toute façon, c'est bien de faire plusieurs entretiens tout au long, même quand on est en poste, pour pas perdre la main. Et puis pour voir ce qui se passe à l'extérieur un peu aussi. Donc je me dis, de toute façon, je vais faire les entretiens. Je vais par contre mettre toutes mes cartes sur la table, puisque j'ai rien à perdre, de toute façon. Et que tu es bien dans ton job et que tu n'as pas de raison forcément trop de partir, quoi. Non, mais par contre, si je pars, je vais partir pour un truc super qui est complètement aligné avec mes attentes et ce que je veux. Et j'ai fait 8 entretiens. Et vraiment, carte sur table à chaque fois. Les gens super sympas, mais gros béguins professionnels avec le hiring manager. Génial. Et là, je me dis, de toute façon, c'est toujours bien de voir ailleurs et d'essayer des choses différentes. Donc, let's go. On y va, let's go. Et comment tu te prépares à ces entretiens? Quel est ton rituel un petit peu? Parce que tu dis que tu aimes bien garder des entretiens de temps en temps pour maintenir un niveau. Oui.
Une fois que tu les as, tu fais quoi? Est-ce que tu as une méthode que tu suis? Ça dépend si c'est les entretiens pour les boîtes de tech ou forcément il faut bien potasser avec la méthode STAR. Si c'est des entretiens dans des boîtes qui sont en dehors du latex, c'est toujours un peu plus fluide. C'est-à-dire que je vais regarder ce que fait la boîte, quelle peut être ma valeur ajoutée, et puis j'imagine ce que je pourrais proposer d'intéressant et potentiellement de nouveau. Même si à ce moment-là, tu as quand même été tellement entraîné à répondre avec structure que même pour ces entreprises en dehors de la tech, j'imagine que tu adoptes une structure de réponse très carrée. Oui, mais je me prends moins la tête. Mais tu te prends moins la tête en termes de C'est-à-dire que préparation. oui, je vais c'est le ça. faire d'une manière naturelle. Ouais. Mais je ne vais pas nécessairement y réfléchir et je ne vais pas nécessairement pratiquer avec la méthode STAR. Alors que pour Meta, très sincèrement, ce qui est bien, c'est quand tu dis sur quoi tu vas être interviewé. Donc à chaque fois que tu as un entretien, tu as la personne qui va t'interviewer et en plus de ça, on te dit le sujet va être ça. Et même les RH, les recruteurs sont super sympas. En tout cas, moi, j'ai eu la chance des recruteurs super sympas à chaque fois. Et si tu as besoin d'exemples de questions, ils vont t'en donner, ils vont vraiment t'accompagner. Tu peux les appeler, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est aussi une possibilité de les appeler, de poser des questions. Oui. Je ne sais pas si préparer avec eux nécessairement, mais ils peuvent te donner Oui. des tips. Il y a de plus en plus de... j'en vois beaucoup autour de moi avec mes élèves, notamment avant que les entretiens commencent, une fois que le culture fit avec la RH il est passé, Ouais. la RH se propose d'aider pour les entretiens futurs, ou alors il y a des sessions de préparation des entretiens qui sont même des fois organisées, ce qui est assez fou. Bon, je parle plus de rôle junior. Oui. Toi là on était sur des niveaux quand même assez plus seniors. Et donc tu disais, tu as mentionné quelque chose d'important, pratiquer, c'est-à-dire pas que avoir les choses écrites beau sur un petit papier, mais s'entraîner à te présenter tes compétences. Oui. Comment tu fais tout ça justement? J'avais déjà des exemples de questions que la recruteuse m'avait donné. En plus de ça, j'avais pensé à tous les sujets qui pourraient arriver par rapport à la thématique que j'avais pour chacun de mes interlocuteurs. Et là, effectivement, je ne sais pas si c'est nécessairement une bonne stratégie puisque je faisais STAR et après je remplissais. Je pense que ça peut être aussi bloquant. Je pense que juste faire des bullet points avec les notes peut aussi être une bonne façon et après laisser faire d'une manière naturelle. Oui. Mais quand je m'entraînais, effectivement, j'avais lu avant, après quand je m'entraînais, je ne me braquais pas nécessairement à utiliser exactement les mots. C'est une manière de structurer. Après, dans le flow de ta réponse, voilà, tu n'es plus un robot, justement. Mais, non. Ce qui est intéressant, ce que tu as dit, un moment, pour penser à des idées de questions, tu te projetais vraiment dans ton job, tu t'imaginais qu'est-ce qu'on pourrait bien te demander. Et au final, c'est là où on voit toute l'importance de la préparation à un entretien. Oui. Parce que c'est en faisant cet exercice que tu arrives réellement à te mettre dans la peau de ton quotidien futur. Oui. Et qu'on verra si tu t'es réellement préparé pour ces entretiens-là. Effectivement, et après, pour donner des exemples, c'est toujours bien d'y penser avant, je trouve, parce qu'il y a toujours des choses qu'on oublie ou des choses qu'on n'a pas vues de cet angle-là. Et puis faire ça d'un coup en entretien, surtout dans ce genre d'entretien où là, il y a énormément de compétition. Oui. C'est pas... Je me lancerai pas à tenter ça. Sauf si c'est juste pour le fun et je me dis, de toute façon, il n'y a aucun jeu et j'ai pas nécessairement envie de poste. Mais là, pour le coup, je me suis dit, je vais me donner les moyens et je suis allée à fond. Et je pratiquais effectivement avec la méthode STAR. Tu as parlé de jeu, je me permets de t'interrompre. Tu vois qu'il y a un petit buzzer qui est ici. On a beaucoup tourné autour du pot de la méthode STAR. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un exemple? Par exemple, nous résumer ton expérience chez Microsoft avec la méthode STAR ou ton expérience chez Meta. Mais comme on parle de ta transition de Microsoft vers Meta, ça peut être intéressant. Oui. Voilà, quel est un beau succès que tu as pu
avoir lors de ton expérience chez Microsoft et dont tu es fier? Je te challenge. Tu me challenges. Il a pas Et tu sonné, vois c'est un pas son grave. qui va avec. On mettra le son à la prod. Ah. Alors, la situation était que chez Microsoft, pour Microsoft News au tout début, j'étais censée gérer plus de 100 partenaires à la fois, avec des besoins qui étaient très différents. Et donc, pour les gérer correctement, j'étais censée justement faire des business reviews avec tout le monde, avoir des présentations produits à chaque fois qu'il y avait des nouvelles features. Et puis, ils avaient toujours besoin de choses qui étaient très différentes, disons. C'est-à-dire que j'avais des partenaires qui généraient quelques dizaines de milliers par an, de dollars par an. Et j'avais des partenaires qui géraient plusieurs dizaines de millions par an. Donc, quelque part, la gestion de ces partenaires-là, elle était très différente. Et donc, il fallait toujours les prioriser et faire attention que tout le monde soit content. Et puisque moi, j'aime bien quand les gens se sentent bien, je voulais que même mes petits partenaires soient contents avec le service qu'ils recevaient. Et donc, ce que je mettais comme action en place pour m'assurer qu'il y avait cette satisfaction partenaire et que je faisais des business reviews avec tout le monde. Certes, il y avait certains partenaires qui en avaient plus souvent, mais je me démenais quand même pour m'assurer que même les petits, ils avaient leur business review annuel, sauf ceux qui ne voulaient pas avoir de connexion. Ça me prenait certes beaucoup de temps pour mutualiser les efforts et pour pratiquer, mais finalement, je m'entraînais toujours un peu avec les petits. Et après, c'était très facile pour les plus gros. Et puis, je réussissais finalement à les partager en termes de priorité et gérer toute cette partie-là. Et donc, en tant que résultat, parmi mes 100 partenaires, j'invente un peu, je précise. Oui, tu dis pas les vrais chiffres. Non, je dis pas les vrais chiffres. Et là, ça fait longtemps aussi. Donc, Oui, si je te dis que j'avais une vingtaine de gros partenaires qui généraient plus de 10% de millions par an. Et donc, avec eux, j'avais vraiment une satisfaction qui était très élevée puisque finalement, ils avaient tout leur business review. Je répondais très vite à leurs mails et je m'assurais qu'ils avaient toujours un traitement white glove. Ensuite, pour le palier d'après, les 20%, les 30% d'après, je faisais un peu moins au niveau business review, mais par contre, je m'assurais de toujours répondre à leurs questions et à leurs besoins, et puis de les mettre en contact avec l'équipe produit à chaque fois qu'ils avaient des informations. Et puis après, les dernières, j'ai dit quoi, 30%, les dernières 40% de mes partenaires, certes, je les voyais moins puisqu'ils généraient moins, mais je m'assurais quand même qu'ils avaient toute cette satisfaction-là à travers le business review qu'ils avaient tous les ans, et puis en m'assurant que dans maximum une semaine, ils avaient une réponse à toutes leurs questions. Merci de t'être prêté à l'exercice. Bravo pour la réponse. C'est pas évident. Quelle serait ton auto-analyse de cette méthode STAR que tu as employée ou de cette réponse? Ton ma réponse, auto-feedback. que c'était pas très fluide. Alors que, tu vois, j'avais un tips que moi j'avais utilisé, je trouvais très bien, d'utiliser la béquille pour effectivement dire
situation, tu déroules. Tâche, tu déroules. Action, tu déroules. Résultat, tu déroules. Et certes, ça fait un peu plus robotique, mais finalement, personne t'en voudra. C'est ça. Si on te demande plus de détails, ça arrive très souvent d'ailleurs, Oui. On vient avec des follow-up questions, quoi. Exactement. Et ça manque un peu de résultats à la fin. Un petit peu, oui. C'est toujours bien d'avoir plus de chiffres, je sais. Merci en tout cas. J'aime bien cet exemple parce qu'il permet aussi pour ceux qui nous regardent de comprendre aussi le job que tu faisais à ce moment-là. Alors, je regarde le temps qu'on a. Je vois qu'on avance vers la fin de l'épisode. Peut-être sur la dernière partie, est-ce que tu pourrais nous partager un conseil qu'on t'a peut-être toi-même partagé à l'époque ou que tu te donnerais à toi-même pour que les personnes qui nous regardent puissent aller chercher leurs plus grandes ambitions? Pour que les personnes puissent chercher leurs plus grandes ambitions. Moi, je lis beaucoup. Je lis tous les jours. Et je pense que finalement, même si c'est pas quelque chose de tangible que tu peux nécessairement voir, je ne vois pas exactement comment ça a impacté ma carrière, mais je suis assez profondément convaincue que c'est la chose qui finalement m'a donné des ailes, puisque ça fait que je peux parler énormément de sujets. Niveau empathie, je pense que ça aide beaucoup à se transposer et à se mettre à la place de l'autre. On apprend à réfléchir, on apprend à faire du problem solving. Donc, de ce point de vue, je pense que là, donc, mon conseil, c'est aller lire. Lisez. Ouais. Autant des sujets techniques que pas techniques. Hein. Tu disais, des fois, c'est pas relié au travail. Ça peut être juste des romans pour se développer l'imaginaire, quoi. Exactement. Peu importe. Et puis, je pense que de toute façon, après, on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis, ça devient plus facile. Il y a un livre que tu aimerais recommander, par exemple, à ceux qui nous regardent? Un livre que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est... je pense que la traduction, c'est La moitié d'un soleil jeune de Chimamanda Ngozi Adichie. Half of a Yellow Sun en anglais, sur la guerre du Biafra. Oh, j'ai adoré. On note pour ceux qui nous regardent et qui aiment la lecture. Et faire des choses en plus de travail. Nourrissez-vous de peu importe du quoi, de sport, de culture. Bon, en ce moment, je fais des cours de théâtre. Et Génial. J'adore. Ouais. Improvisation et tout ça? Alors, j'ai fait une semaine d'improvisation en intensive au cours Florent. Génial. J'ai adoré. Et maintenant, je fais des cours de théâtre toutes les semaines. Et tu vas jouer dans une pièce? Oui, mais c'est une pièce très pour les amateurs. Qu'on pourra regarder, suivre à Paris, par exemple? Alors, ça va être le 5 juillet, mais je ne connais pas encore le théâtre. Et j'aurai sûrement 6 places. Et si mes copains ne veulent pas venir se moquer de moi, je peux en proposer. Eh bien, avec grand plaisir, on viendra te voir. D'un point de vue plus... là, je vais poser des petites questions assez précises sur la préparation au conseil d'entretien et de candidature. Est-ce qu'on te contacte souvent sur LinkedIn? Il y a beaucoup de personnes qui te demandent comment tu as travaillé chez Meta ou chez Microsoft. Tu es souvent contacté? Pas énormément. Pas énormément. Non. Est-ce que toi, tu contactes... Je pense qu'il y a des statistiques qui sont sorties et c'est assez fou énorme à quel point le réseau est important. 80%, j'ai la stat, 80% des jobs aujourd'hui sont trouvés via le réseau. Ça m'étonne même pas. Moi, j'ai eu par contre plein d'autres opportunités qui ont été suite à du networking, suite à du réseautage. Moi, je contacte les personnes. Franchement, je vais envoyer un message s'il y a quelqu'un qui m'intéresse. Je me dis, de toute façon, tu envoies un message. Cette personne-là, si elle ne te répond pas, elle ne se rappellera jamais de toi. Ça compte pas. Alors que, potentiellement, la personne peut te répondre. En plus, les gens, ils ont bien parlé de leur parcours, etc.
Donc, tu peux rencontrer des gens géniaux. Ouais. D'ailleurs, nous, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Exactement. C'est moi qui t'ai envoyé un message, je crois. Je pense que c'est moi qui t'ai c'est envoyé toi. une invitation et toi qui m'as envoyé un message. Ouais, c'est ça. J'ai vu ton parcours et je me suis dit, waouh, hyper impressionnant. Il faut que tu viennes partager ça au micro du podcast Tech Invaders parce que j'ai adoré la rampe de lancement que tu as prise dans ta carrière. Et du coup, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochaines aventures comme tu viens de quitter Meta? Bah, écoute, là, je suis en train d'essayer de finaliser un doctorat. Et en parallèle, je commence à avoir des discussions à droite à gauche. Très réseau, d'ailleurs. Je pense que la suite, pour moi, ça va être probablement une scale-up. Donc, de taille relativement grande, mais pas de la même manière que Microsoft et Meta. International, forcément, puisque c'est qui je suis. Of course. Et toujours en France ou peut-être même à l'étranger? Je suis ouverte à l'étranger. Je pense que j'aimerais bien encore rester un peu en France. J'aimerais bien encore avoir des expériences à l'international, mais peut-être un peu plus tard. Je suis encore assez confortable ici. J'adore parce que dans ta manière de parler de l'avenir, on sent que tu es sereine, on sent que tu es confiante, que tu choisiras ton chemin en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui, eux, n'ont pas cette confiance. Ils ont souvent des peurs, de la frustration, peut-être même des barrières mentales qui les bloquent sur ce qu'ils peuvent faire. Comment tu arrives, toi, à être sereine sur l'avenir? Et tu l'avais dès le début de ta carrière, tu disais. Tu étais assez confiante, assez tôt même. Oui, je suis généralement assez détendue, mais après, je suis privilégiée aussi. C'est-à-dire que je suis bien entourée, j'ai travaillé dans des grosses boîtes qui m'ont permis à mettre de côté pour que j'ai pas à me soucier des factures pendant un moment. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font quelque part que je suis sereine. Mais après, tu peux avoir des gens qui ont les mêmes avantages et qui vont pas nécessairement être sereins par rapport à l'avenir. Moi, j'écris. Ça m'aide. Quand j'ai des petites poussées de stress comme ça par rapport à l'avenir, j'écris et ça m'aide beaucoup. T'écris quoi? De la visualisation sur l'avenir? Enfin, t'écris Non, mes des angoisses. objectifs? Tes pensées, t'as dit quoi? Oui, j'ai même pensé, Ouais, mes tes angoisses. pensées. Tes J'écris angoisses, et oui. quelque part, je les mets sur la page et après. Mais bon, généralement, je suis assez sereine et assez confiante. Donc, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement ma façon d'être très, très stressée. Et donc, quand j'ai des petites montées d'angoisse, écrire, ça m'aide. Mais je pense que la visualisation, ça doit très bien marcher aussi. Et tu fais de la méditation un peu? T'as déjà essayé? J'ai déjà essayé, je suis une grosse fan du yoga. J'ai vécu en Inde un peu et j'ai commencé à faire du yoga là-bas. Et depuis, j'en fais pas mal. Ces dernières années, j'en fais surtout chez moi. Et méditation, écoute, j'y arrive bien. Ce dernier temps, je n'ai pas beaucoup fait. J'ai jamais réussi. Tant j'arrive à être très disciplinée, tant avec la méditation, j'ai des périodes où je fais de la méditation et j'ai des moments où... Non. Des fois, il y a des périodes de vide et d'autres moments où tu arrives à t'y atteler. Mais c'est pas quelque chose que je priorise à tout moment de ma vie. Ouais. Un petit conseil que tu peux donner, on s'arrêtera peut-être sur cette question, sur la gestion du bien-être au travail, justement, quand on est surstimulé aujourd'hui, en 2025, avec les emails, les notifications, le contenu. Toi, c'est quoi tes conseils pour gérer un travail prenant et en même temps une vie personnelle sereine? Alors, moi, pour le coup, j'ai une grosse capacité de travail. Donc, sans nécessairement être stressée par ce qui se passe. Donc, je sais que ça aide. Après, j'ai mis aussi en place des choses qui font que j'arrive à faire les choses d'une manière détendue.
Par exemple, le matin, je commence toujours assez lentement, c'est-à-dire que je vais me réveiller très tôt, mais je vais lire avec mon petit bulldog français couché sur moi. Après, je balade ma chienne. Donc, toutes ces activités, ça va me prendre quelque part, allez, 2 heures. Donc, 2 heures pour toi, en fait, avant le travail. je commence la journée toujours avec 2 heures pour moi. Sauf si c'est vraiment gros rush, il faut vraiment envoyer des mails. Mais ça, c'est des exceptions. Oui. C'est-à-dire que s'il faut faire ça tous les jours, je pense qu'il faut quitter son travail. Oui. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais normalement, je commence comme ça. Et ça m'aide beaucoup. J'essaye de faire du sport. Enfin, je fais du sport. Si j'arrive à faire une demi-heure quasi tous les jours, c'est déjà pas mal et ça me détend beaucoup. Et je pense que ça, déjà, c'est des petits tips. Je fais toujours des choses qui sont en dehors du travail aussi. Et là, pour le coup, je déconnecte. Quand je vais Le théâtre. Le théâtre, ou quand je vais voir mes amis, ou quand je suis avec ma famille, je ne vais pas regarder mon téléphone. Tu regardes après ou tu regardes avant. La plupart des choses peuvent attendre jusqu'à demain. La plupart. Bon, après, quand tu reçois un mail je ne sais pas, de Mark Zuckerberg, forcément, tu dois répondre un peu plus rapidement. Mais encore une fois, ça, c'est des exceptions. Tu as déjà Enfin, eu un échange de non. près ou de loin avec Marc? Non. Non. Et je voulais te poser une question. Je sais que j'ai déjà dit que c'était la dernière question, mais on va en poser encore une dernière pour le coup. Sur la place de la femme dans la tech. Je sais que c'est un gros sujet parce que les femmes sont sous-représentées Ouais. dans ces secteurs. Comment tu t'es sentie, toi, en tant que femme, à ces positions? T'as bien tourné la question, puisque si tu me lançais sur la place des femmes dans la tech, je pense qu'on en avait encore pour un petit moment. Écoute, je me suis sentie bien. J'ai trouvé qu'on me laissait de la place. J'ai eu de la chance d'avoir des super collègues, des super mentors. Après, je pense que tu as un plafond de verre qui se passe un peu plus haut que mes positions. Mais encore une fois, je suis une privilégiée. Moi, je pense que historiquement, géographiquement, socialement, je fais partie d'1% des femmes les plus privilégiées au travail, y compris, peut-être surtout au travail. Ce qui me révolte un peu, finalement. Donc, certes, moi, j'ai eu, en tout cas, pour le moment, des bonnes expériences. Après, ça n'empêche que dans l'Union européenne, tu as 19% t'as que 19% des femmes. Et des positions de CEO? Non, en tout. Je ne sais pas exactement en position de CEO, mais ça doit être beaucoup moins. Oui. Non, en tout, tu as dans toutes les informations informatique, tu as 19% des femmes. Et ce chiffre ne bouge pas. Et moi, c'est fou. Et moi, j'entends des bruits comme quoi on pousse les femmes en avant, à l'outrance, qu'elles ont énormément de visibilité. Sauf que ce chiffre, il ne change pas depuis des années. Et puis, toujours en Union européenne, tu as entre 30 et 44 ans, les femmes, elles partent massivement de la tech à un taux de 4 fois plus que les hommes. Donc clairement, il y a un problème. Pourquoi est-ce que tu as des pistes? Des pistes, oui. Ouais. Il y a plusieurs raisons. Mais un des principaux, c'est le fait qu'elles se sentent bloquées dans leur carrière. Elles ont l'impression de ne pas arriver à avancer et au bout d'un moment, elles vont partir. Et c'est assez intéressant puisque du coup, la question de la compétence suppose est-ce qu'elles n'arrivent pas à avancer puisque leur genre le rend moins compétente. Tu vois, moi, je suis carrément prête à avoir cette question comme légitime. Empiriquement, moi, j'ai envie de dire que non. Mais heureusement qu'il y a un corpus de recherche assez important qui indique la même chose. Par exemple, je vais te citer juste quelques-uns pour qu'on puisse avancer, mais il y a une étude assez récente qui parle de potentiel.
que les hommes sont promus pour leur potentiel et les femmes sont promues pour leur historique de travail. Ouais. Tu as les leaders, par exemple, les leaders femmes, leurs décisions, elles sont contestées beaucoup, beaucoup plus que les hommes. Et ces choses-là, elles sont inconscientes, quelque part, heureusement. Sauf que ça rend la chose encore plus insidieuse. C'est-à-dire qu'en tant que femme, notre cerveau, avec tous les signaux forts et tous les signaux faibles qu'on a reçus en grandissant et même maintenant dans le monde où on vit aujourd'hui, de la presse, de nos parents, de notre entourage, notre cerveau sait que un comportement féminin est un comportement qui est doux, qui est gentil, quelqu'un qui collabore. Qui coche des cases. Exactement, qui est sympa. Et donc, de l'autre côté, tu vas avoir le comportement du leader et notre cerveau perçoit que le comportement du leader, c'est un comportement assuré, assertif, confiant, limite on donne des ordres. Et donc, quand tu as une femme qui se comporte comme ce qu'on perçoit comme un leader, ton cerveau, il se dit « Ouh là là, cette dame, elle n'est pas sympathique, je ne l'aime pas, elle est un peu louche. » De l'autre côté, quand une femme se comporte comme, disons d'une manière très féminine, notre cerveau dit « Mais cette dame, elle n'est pas compétente du tout. Elle n'est pas faite pour être... Elle n'est pas faite pour être un leader. Elle est faite pour prendre soin des autres, pour être dans le care. » Et donc, en tant que femme, tu retrouves un peu, tu sais, que sur une corde comme un funambule, à devoir gérer deux comportements qui sont quasiment opposés pour pouvoir paraître et sympathique et compétente à la fin pour pouvoir être promue. Et donc, au bout d'un moment, je pense que ça devient fatigant. Toi, tu te situais de quel côté du fil ? Moi, je pense que... Si tu t'es situé d'un côté ou de l'autre ? Écoute, moi, je pense que je suis plutôt de côté très assertif, très confiant, mais quelque part, je me rattrape par le fait que je me maquille, je m'habille d'une manière très féminine. Je suis toujours en talons. Et du coup, je pense que quelque part, ça fait un mix des deux. Et après, je pense qu'il y a une partie humeur aussi, sûrement que j'arrive pas à prononcer en français. Et tu sais quoi, en te posant la question, je me suis dit, est-ce que c'est pas même un biais que de te poser cette question ? De te demander de quel côté du fil tu te trouves ? Parce qu'en fait, c'est très lié au biais inconscient qu'on peut tous avoir. Comme tu disais, c'est ancré dans notre culture, dans notre historique. Parfois, les comportements sont pas maîtrisés. Hein. Oui. Quel conseil tu donnerais justement peut-être à une femme jeune aujourd'hui qui aurait un sentiment d'imposteur peut-être qu'est-ce que tu lui dirais ? En fait, je pense qu'il faut arrêter de donner des conseils aux femmes. Je pense qu'il faut qu'on fasse une réunion et qu'on se mette tous d'accord qu'en fait, le problème, c'est pas les femmes, mais c'est le système. Et une fois qu'on se dit tous que le problème, c'est le système, on peut commencer à essayer de réparer le système plutôt que de réparer les femmes. On peut terminer par ça, je trouve que c'est une très belle réponse. Merci Corinna, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Tu as apporté énormément de valeur, beaucoup de conseils. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite, pour ton doctorat, pour la pièce de théâtre qui aura lieu cet été. Et je te dis à très bientôt. À bientôt Hugo, merci beaucoup.